Que le message fort qui a été porté ici par les uns et par les autres puisse être pris en considération. Pour le support Journal des Vignobles et Vineyards People, nous avons le plaisir de faire une interview de Monsieur le Président de la région Champagne-Ardenne, Monsieur Bachir, président de l'association régionale des... L'association des régions européennes viticoles. L'association des régions européennes viticoles, voilà, qui nous invite aujourd'hui. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, êtes-vous satisfait de la manifestation? Est-ce que vos buts sont atteints? Écoutez, 40 régions présentes venant de 13 pays, ça représente quelque chose. J'ajoute que ces régions étaient représentées par leurs ministres en charge de l'agriculture, par leurs présidents qui se sont déplacés personnellement. J'étais très heureux de voir à mes côtés le président Rousset d'Aquitaine, le président Patria de Bourgogne. On a également des présidents de grandes régions espagnoles, italiennes, allemandes, autrichiennes. Nos amis roumains étaient là. C'est important les Roumains parce que dans l'enjeu du débat sur les droits d'exportation, on sait que Dacian Ciolos est un Roumain et donc il ne peut pas être insensible de voir toutes les régions viticoles de son pays à nos côtés pour contester le blocage qui est actuellement celui de la Commission et qui n'est pas compréhensible. Donc oui, une étape importante dans une mobilisation qui va bien évidemment se poursuivre, s'étendre pour amener l'Europe à rebâtir sa viticulture sur des bases qui sont les meilleures, c'est-à-dire celles qui lient la qualité d'un vin à son terroir. On vous sent évidemment très pugnace, c'est-à-dire que vous espérez pouvoir infléchir la position de la Commission. On comprend difficilement d'ailleurs cet entêtement de la Commission. Il y a, semble-t-il d'ailleurs, un certain malaise aujourd'hui, parce qu'entre le commissaire qui a fait quelques gestes encourageants ces dernières semaines et puis son administration, il y a quelque part un souci. Et donc le Parlement européen, le Comité des régions, le Conseil économique et social ont pris une position qui rejoint la nôtre. Mais il s'agit que dans chacun de nos pays, chacun de nos territoires, la mobilisation s'élargit, c'est se concrétise sur le terrain. C'est la raison pour laquelle j'étais très heureux d'avoir des responsables politiques qui se sont exprimés vraiment sans ambiguïté derrière les positions de l'association que je préside. C'est, je pense, très rassurant parce que la REM, je le rappelle, il y a 75 régions européennes derrière et c'est surtout la seule association qui a une vraie représentativité parce qu'elle lie à la fois des représentants politiques de nos assemblées territoriales, mais aussi des représentants professionnels, des syndicats de vignerons, des organisations sectorielles du vin dans leur diversité. Et c'est ce dialogue permanent que nous avons au sein de notre structure, au sein de notre association, qui donne à nos positions une légitimité plus forte et un poids particulier. Monsieur le Président, puisque vous êtes président d'une région qui est une région viticole, Champagne-Ardenne, quelle pourrait être, si la Commission s'entêtait et si vous n'arriviez pas, mais évidemment je pense que vous y arriverez, mais à infléchir la position de la Commission, quelles pourraient être, pour nous illustrer cette problématique des droits de plantation, les conséquences sur spécifiquement sur votre région Champagne, dont on sait tout ce qu'elle apporte au monde entier de savoir-faire et de culture française, du luxe et de l'excellence. C'est très simple. Si demain on peut faire du champagne n'importe où, n'importe comment, partout en France, partout dans le monde, si demain on peut faire du Bourgogne en Chine ou du Bordeaux en Californie, on détruit tout ce qui est important pour le consommateur, c'est-à-dire la qualité, le fait de savoir qu'un vin vient de telle région, qu'il est élaboré de telle et telle manière, que les producteurs de terrain ne font pas n'importe quoi, ils font le meilleur de leur métier pour tirer vers le haut la qualité et donc pour garantir un rapport qualité-prix performant et faire en sorte que le consommateur puisse être satisfait. Vous savez, l'exportation des vins aujourd'hui pour l'Europe, c'est quelque chose comme 6 à 7 milliards d'euros d'exportation. Si l'on veut détruire ce formidable patrimoine demain, alors qu'on continue comme cela et qu'au nom d'un dogme ultralibéral qui, face à la crise aujourd'hui, a touché ses limites, eh bien, il est important que les présidents de région manifestent leur solidarité, leur volonté de défendre les emplois de leur territoire, la volonté de défendre les professionnels, mais au-delà aussi les intérêts de leur paysage et de leur tradition. Merci beaucoup, Président. Une activité qui ira à l'encontre et de l'économie et de la qualité.
et à terme de nos paysages aussi. Enfin, imaginons, on imagine bien l'image de l'agriculture diversifiée d'un côté, d'immenses champs de maïs de l'autre. Alors je ne dis pas qu'on va... mais imaginons comment cela pourrait être. Et puis, moi il y a deux paradoxes là, que j'évoquais tout à l'heure devant la réunion de mes collègues. Un, l'Europe a pris une décision politique. Il faut du temps pour qu'elle se mette en place. Mais elle peut revenir sur sa décision. Manifestement, les régions européennes, une grande majorité des États se disent bon, on avait fait une erreur. On voit bien ce que la dérégulation tous azimuts peut nous amener. Deuxièmement, observons les lobbies. On voit bien que derrière tout cela, c'est le lobby du négoce, des négociants, et pas le lobby de la production. Est-ce qu'on va encore une fois, alors qu'on voit le chômage exploser, on voit les difficultés de l'agriculture, même de la viticulture, est-ce qu'encore une fois on va s'attaquer aux producteurs, ou est-ce qu'on va plutôt dire ben, les mécanismes de négoce, vous gagnez de l'argent, ok, mais pas au détriment de ceux qui produisent et de ceux qui consomment. Et puisque ça serait si rentable pour les négociants, finalement, d'une qualité moindre. Ben, écoutez, vous allez pouvoir, à partir du moment où vous allez diminuer progressivement, passer à des exploitations plus grandes, qui va pouvoir le faire? Sinon des moyens financiers et un système que l'on voit bien d'ailleurs dans toutes les agricultures du monde, que l'on voit en Australie. Et puis il y a des comparaisons internationales qui étaient citées par un des collègues tout à l'heure. Les pays qui ont maintenu la régulation sont des pays avec de la qualité. Les pays qui ont dérégulé complètement ont vu leur qualité baisser. Donc bon, ça c'était le premier paradoxe. On prend une décision, si on a la majorité, il faut qu'on puisse y revenir. Je ne sais pas si la politique c'est de la science exacte, mais en tout cas, il faut qu'au moins on tienne compte de l'histoire et de l'expérience. Le deuxième paradoxe dans ce domaine-là, c'est que quelque part, le groupe de travail dit de haut niveau ne soit pas représentatif des politiques des pays. Je suis président de l'Association des régions de France, je n'ai pas été invité à en faire partie. Mes collègues non plus, la profession n'y est pas non plus. Il y a un côté un peu fantomatique, un côté main invisible dans la décision et dans la réflexion là, qui est à la fois paradoxale et énigmatique. Et du coup, cette réunion d'aujourd'hui, la résolution que vous prenez tous ensemble, toutes ces régions rassemblées, vous pensez que ça peut faire bouger les choses? Comment est-ce que vous escomptez être entendu maintenant? La construction européenne, elle s'est faite dans un premier temps par les États, elle se fera demain par les régions. L'Europe va devenir fédérale. Si on veut sortir des difficultés actuelles, les discussions, je suis venu à Bruxelles à la fois pour manifester pour les droits de plantation, mais aussi pour avoir, à la veille du budget européen, sur nos dossiers d'Aquitaine et de France, des contacts. On voit bien qu'on est aujourd'hui dans deux camps qui reproduisent pas forcément la gauche et la droite dans nos pays. Le camp qui se dit ben, je veux conforter l'Europe, je veux une Europe plus fédérale. C'est quelques États, mais c'est aussi les régions, toutes les régions. Et puis ceux qui se restreignent autour de l'État, surtout rien ne bouge, surtout on ne transfère pas un bout de souveraineté, on reproche qu'il n'y ait pas une politique économique commune, mais en même temps on ne veut pas donner à l'Europe plus de moyens. Est-ce que tout cela se fera à 27, à 17, à 15, je ne sais pas. Mais je pense que l'avenir de l'Europe sera dans les temps qui viennent, une Europe à deux vitesses. Et entre-temps, est-ce que sur ce dossier-là, vous avez l'impression d'être suffisamment soutenu par le gouvernement en France? Ah, je crois, oui. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, est totalement d'accord avec nos thèses et se bat dans ce domaine-là. Bon, il faut qu'on convainque encore une fois d'autres États. Je pense qu'il y a des effets peut-être pervers, encore une fois. Le bloc des négociants ici doit jouer indirectement. Voilà, il fallait qu'on montre qu'on élevait le ton.
et qu'on tapait le poing sur la table. Est-ce que vous sentez une mobilisation parmi les producteurs bordelais et plus largement parmi les producteurs des autres producteurs qui forment toute l'Aquitaine, le Sud-Ouest, Oui, les Pyrénées? sans conteste. D'ailleurs, ils sont présents ici, aujourd'hui, à Bruxelles. Ils étaient présents en Bourgogne quand l'ensemble des producteurs et des régions se sont réunis. Pour la charte, oui. Donc non, cette mobilisation ne faiblit pas. On voit bien qu'il y avait ici des producteurs indépendants, la coopération qui était là. Donc, Et votre espoir est de pouvoir infléchir à, je dirais, à très bref délai la position de la Commission? il faudra mettre le temps qu'il faut, mais c'est tellement évident. Enfin, imaginez, un autre exemple que je n'ai pas cité tout à l'heure, les paysages. On sait que la viticulture de coteaux, qu'on connaît en Aquitaine, notamment sur le Jurançon, mais aussi dans certaines régions de l'entre-deux-mers, est plus difficilement exploitable. Bon, on voit bien où va se concentrer la viticulture. Comme on sait aujourd'hui, avec la compréhension chimique de toutes les fermentations du vin, etc., je veux dire, on va fabriquer de quelle manière le vin demain sur du palu, sur... Non, je crois que c'est un ensemble, la viticulture et le vin. C'est une vraie culture. C'est une agriculture, mais c'est une culture, c'est un paysage, c'est des hommes et des femmes, c'est un peu de santé. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais en tout cas, un certain nombre de médecins bordelais ont mesuré sur des cohortes immenses que, même âgés, et d'ailleurs plutôt âgés d'une certaine manière, 1 ou 2 verres de vin par jour stimulait je ne sais pas quelle défense de l'organisme, stimulait l'activité cérébrale, avait plutôt des effets positifs sur les maladies cardiovasculaires. Bon, pourquoi pas le dire? Notre engagement pour nos territoires. Nous pouvons enfin compter sur l'appui de nos gouvernements et de nombreux parlementaires nationaux et européens. Certains sont ici. Il y a beaucoup de journal d'Évian. Nous sommes ici avec M. Gilles Savary, qui est député français à l'Assemblée nationale, qui a été député européen longtemps, qui connaît donc bien la problématique des droits de plantation et qui l'a donné d'autant plus qu'il est actuellement député d'une région viticole qui est la région, n'est-ce pas, du Bordelais. Quelle circonscription, monsieur le député? C'est la 9e, c'est Sauternes, Les Graves et les Graves de Pessac-Léognan. Alors, dites-moi un peu, dans cette région-là, comment est-ce que les viticulteurs appréhendent cette problématique des droits de plantation? Écoutez, nous sommes une des très vieilles régions viticoles d'Europe et du monde. Je dirais même que les Bordelais ont largement diffusé leur science du vin. Ils ne sont pas les seuls, mais elle a beaucoup imprimé le développement des vignobles du Chili, par exemple, ou d'Argentine. Et nous sommes très attachés à la notion de terroir, c'est-à-dire que, par exemple, la notion de château a été développée par M. Philippe de Rothschild, dans le Médoc, dans les années 50. Elle veut dire, par exemple, qu'il y a la traçabilité parfaite, alors qu'on essaie de l'imposer à d'autres produits agricoles, on voudrait la supprimer aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qui est produit sur le territoire du château doit être vinifié au château, les bouteilles sortent du château sans pouvoir être vinifiées ailleurs. Sur les droits de plantation, c'est la même chose. Nous voulons éviter qu'il y ait une banalisation des droits de plantation et qu'on se mette à faire du vin générique partout, y compris dans les endroits où les terroirs sont médiocres, tout simplement parce qu'on y mettrait toute la science de l'œnologie ou de la chimie en faisant des coupages sans origine et sans identité de terroir. Moi, mon sentiment, il est simple. C'est que je pense qu'il faut que la France et que les grands pays, les grandes régions viticoles d'Europe prennent exemple sur ce que les Allemands ont fait en matière industrielle. Nous avons vocation à être le luxe du monde dans ces domaines-là. Et il ne faut jamais rabaisser le luxe au tout venant ou au standardisé. Aujourd'hui, si l'on prend en compte ce que nous propose la Commission, des régulations de la notion de château et de clos, on a failli faire du rosé avec du vin blanc et du vin rouge, c'était au cœur du combat à l'époque. Libéralisation des droits de plantation, on va faire du vin comme de la bière. C'est-à-dire qu'on va vers des usines à vin maîtrisées par des grands groupes qui feront des vins génériques et de marque, qui n'auront plus aucun caractère. Et après tout, ce qu'on fera en Europe, on sera capable de le faire en Chine et partout ailleurs dans le monde. Donc je crois qu'il ne faut surtout pas prendre cette orientation. Peut-être que dans un premier temps, il y a des vins de bas de gamme qui vont commencer à domestiquer le goût des nouveaux pays consommateurs. Mais demain, nous serons
l'Europe a vocation à rester en total leadership viticole si l'Europe ne se trahit pas elle-même, ne trahit pas ses terroirs. Donc c'est pour ça que je suis dans ce combat, avec une très forte conviction. Deuxièmement, ce qui n'a pas été dit ici, mais qu'il faut bien dire, c'est qu'il y a une divergence entre les intérêts des viticulteurs et les intérêts du négoce. Vous savez, j'ai vécu 10 ans à Bruxelles. Il n'y a pas un fonctionnaire européen, un technocrate, comme on les appelle de façon péjorative, qui rêve un matin de faire un règlement sur la libéralisation de droits de plantation. Il faut toujours poser la question, qui vous l'a demandé? Quel est le lobby qui agit? Ici, il faut savoir que c'est le lobby du négoce, y compris du négoce français. Je le dis parce que je le sais, donc je n'ai pas peur de le soutenir. Toutes ces histoires de dérégulation sont portées par le négoce, alors que les viticulteurs sont balkanisés. Se fréquentent peu, considèrent qu'ils sont tous le centre du monde, ils sont très autocentrés. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans une situation où la viticulture, sans s'en rendre compte, réalise qu'elle n'a pas installé de pouvoir de négociation et que son pouvoir de négociation est quelque part géré par le négoce avec des intérêts divergents, parce que le négoce, lui, est dans la mondialisation, alors que la viticulture doit rester dans la localisation. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, et c'est pas mal que les politiques aient finalement l'entité, non pas des terroirs, puisqu'ils ne se défendent pas eux-mêmes, mais des régions viticoles, soient ici pour faire entendre cette voix. Mais je crois très fondamentalement, je m'adresse à la Commission quand je dis ça, qu'il faut bien prendre la leçon du modèle allemand. On a tous rigolé des Allemands dans les années 2000, ils sont les maîtres de l'Europe aujourd'hui au plan industriel, parce qu'ils n'ont rien cédé sur ce qui était le luxe et le haut de gamme. Et le haut de gamme, c'est la traçabilité, c'est les châteaux, c'est des droits de plantation maîtrisés. Voilà ce que je voulais vous dire, parce que vous m'en donnez l'occasion. Merci pour votre analyse très intéressante. Au journal des vignobles et Weihnachtspaper, nous sommes ici avec le président de la région Bourgogne, M. François Patria. Monsieur Patria, quel est le retentissement de cette question des droits de plantation chez les viticulteurs bourguignons, au sein de votre grande région bourguignonne? C'est une réaction négative unanime. Parce que la Bourgogne, depuis des siècles, a compris ce qu'était une délimitation de territoire, à ce qu'était la recherche de la qualité. Ces années dernières encore, elle a arraché des vignes dans des terres moins nobles. Il faut un sous-sol extraordinaire pour que la vigne puisse aller chercher la qualité de son vin. Et pour la Bourgogne, je vais vous donner un chiffre, il y a 28 000 hectares de plantés. Il y a 59 000 hectares qui pourraient être en aire de délimitation. Vous imaginez 31 000 hectares de Bourgogne en plus, alors que nous faisons déjà 200 millions de bouteilles. Et quel vin! Ce qui se vend bien en Bourgogne, ce qui va bien, c'est les grands crus, les premiers crus, les villages. Par contre, le Bourgogne, qui est en grande quantité en Bourgogne, qui est le marché n'a pas toujours suffisamment de demande, même si l'offre est abondante. Alors augmenter l'offre de Bourgogne aujourd'hui sur des terroirs non appropriés, c'est avoir la double peine, la baisse de la qualité, la baisse de la notoriété et la baisse du prix, donc l'écroulement d'une filière. Voilà la réalité des choses. Je vous remercie. In früheren Jahrzehnten für die Deckung von Nachfrage, das war im Vordergrund. Des vignobles et Weihnachtspaper. On a l'impression que dans cette problématique des droits de plantation, on retrouve la technocratie européenne qui se bute contre les producteurs, comme vous l'avez déjà dénoncé à plusieurs reprises. Oui, mais c'est incroyablement symbolique ce qui se passe. Je veux dire, 5 technocrates décideraient de la vie, et en l'occurrence de la survie, de dizaines de milliers d'exploitations familiales, du bien-être des consommateurs et de leur sécurité, de toute une histoire, d'un savoir-faire, d'une diversité. Je suis contente de voir que toutes les nations, les régions, et après tout des élus qui viennent effectivement de courants très différents les uns des autres, participent de cette résistance face à cet écrasement technocratique. Comment expliquer cet entêtement presque aveuglant de quelques fonctionnaires européens? Je pense qu'il y a derrière ça des histoires de gros sous, et même de gros sous. Voilà. Et qu'un certain nombre de grands groupes auraient tout intérêt à la libéralisation des droits de plantation. Ils sont d'ailleurs les seuls à avoir un intérêt. Ce
ceci aurait toutes les conséquences dramatiques qui viennent d'ailleurs d'être exprimées, mais ça permettrait à certains de faire un chiffre d'affaires absolument spectaculaire. Est-ce que c'est le même schéma de décision européenne que vous retrouvez dans un autre dossier que vous suivez, qui est celui de la pêche? Ah mais tout à fait, de la même manière, exactement. On s'aperçoit que ce sont des grosses structures qui bénéficient de ce type de décision au détriment du savoir-faire, de la tradition, du niveau de revenus des pêcheurs comme des viticulteurs. Et puis, somme toute, d'une sécurité aussi, hein, parce qu'on parle peu de sécurité alimentaire et pourtant, dans ce domaine aussi, il y a des problématiques de sécurité alimentaire. Merci. Donc nous sommes avec monsieur le député Philippe Martin, député de la Marne, président de l'Association nationale des élus du vin, qui est ici présent pour cette grande manifestation de l'Association régionale des élus du vin. On sait, monsieur le député, que depuis un nombre d'années assez conséquent, vous suivez toute cette problématique des droits de plantation. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui au sortir de cette réunion? Écoutez, il est évident que je suis depuis que j'étais député européen, puisque c'est moi qui avais eu le rapport sur l'OCM20, c'est moi qui avais demandé qu'on continue à réguler le droit de plantation. Et je suis satisfait aujourd'hui, nous avancions dans ce sens-là, suite à la malheureuse décision qui avait été prise en 2008 de libéraliser. C'est un combat de longue haleine. Depuis 2008, je me bats au sein de la NEV, je me bats en tant que député français au sein du groupe viticole à l'Assemblée nationale, je me bats ici avec Mme Lulling à l'intergroupe 20 puisque je participe à toutes les réunions pour apporter aussi des éléments qui me semblent importants pour qu'on puisse revenir sur cette décision. Donc j'ai fait plusieurs rapports, j'ai parcouru toute l'Europe, tous les vignobles européens pour prendre le pouls et puis faire comprendre aussi aux États producteurs qu'il était nécessaire de revenir sur cette décision. Aujourd'hui, nous sommes sur la bonne voie. Je suis satisfait, mais le combat n'est pas terminé. Il faut qu'il y ait une cohésion, il faut qu'il y ait encore de la vigilance. Nous devons rester unis. Et je pense que cette réunion aujourd'hui, je me félicite que la REV, depuis 1 an et demi, prenne conscience qu'il faut tous se mobiliser et nous donne un appui supplémentaire pour qu'on puisse gagner ce combat. On a l'impression qu'on peut trouver au fond des situations équilibrées, parce que regardez chez vous en Champagne, on a parlé d'une légère augmentation des, comment dirais-je, des superficies, parce que vous avez une demande quand même très importante. Où en est ce dossier-là actuellement? Alors, si vous voulez, c'est des dossiers qui marchent ensemble, parce que s'il y a une libéralisation des droits de plantation, l'extension d'aires d'appellation n'aura plus d'intérêt. Oui. Puisqu'on pourra planter partout où on veut. Mais moi, sur le rapport d'OCM20 que j'avais réalisé en 1999, j'avais demandé que l'on puisse continuer à planter dans la mesure où on a une demande plus forte. Si vous voulez, si vous avez le marché qui augmente, avec un pourcentage limité à 2,5% par an ou 3% maximum. Et ça, c'était les États producteurs qui décidaient, et via les interprofessions. Voilà. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, je pense qu'on va retourner sur cette voie, sur la décision que j'avais fait prendre au Parlement à cette époque-là, en 1999, réguler de nouveau sur le fond. Maintenant, la forme sera peut-être différente, et ça, c'est dans le cadre du rapport de M. Michel Lantin, qui a fait un très bon rapport et qui a déposé des amendements qui vont dans ce sens-là. C'est ça qui va décider, savoir un petit peu sur la forme, comment on va faire, mais je pense qu'on va revenir sur le système antérieur de régulation. Mais avec un combat qui sera peut-être encore long. Un combat qui sera... Mais non, puisque de toute manière, ça doit passer dans le cadre du rapport de la PAC. Le rapport de la PAC, ça sera au premier semestre. Donc aujourd'hui, je pense que les discussions, c'est une discussion aujourd'hui entre les différents États pour faire des concessions. Certains États sont prêts à nous soutenir, mais ce qu'ils souhaitent peut-être, c'est des primes supplémentaires ou un budget avec des fonds supplémentaires. Je crois qu'on en est là aujourd'hui. Mais sur le principe et sur le fond, je crois que tout le monde est d'accord. Merci, monsieur. Avec Madame le député européen Astrid Lulling. Madame Lulling est députée européenne du groupe PPE et présidente de l'intergroupe 20 au Parlement européen. Madame Lulling, que retenez-vous de cette importante réunion d'aujourd'hui? C'était une réunion pour appuyer ce que nous faisons depuis 2008. Nous luttons pas pour
l'abolition des droits de plantation, nous luttons pour l'abolition de la libéralisation des droits de plantation. Et ceci, c'était très important parce qu'on a encore fait voir, surtout à la Commission, aussi aux États membres, que non seulement les professionnels, mais aussi les politiques des régions sont avec nous, que donc notre camp est très uni et très renforcé. Et je crois que ça, c'était l'essentiel. Vous avez montré votre combativité dans le discours que vous avez tenu aujourd'hui. Vous avez donc un espoir plein et entier de succès. Oui, moi je crois que nous allons réussir parce que même si la Commission elle-même ne fait pas une proposition législative pour abolir la libéralisation des droits de plantation, nous le faisons dans le cadre de notre rapport sur la réforme de la PAC. Avec M. Dantin, il a déjà mis dedans, nous avons fait des amendements, donc ce qu'il nous faut, c'est une grande majorité au Parlement que nous sommes en train d'organiser et une majorité qualifiée au Conseil. Et si la Commission ne veut pas bouger, alors on n'a plus besoin d'elle parce que nous sommes les co-législateurs. Je vous remercie, Madame Ludig. Merci de votre attention.